Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un sacré paquet de temps que je vous ai pas vu directement en facecam, étant donné que j'ai eu pas mal de soucis. Je pense que vous m'avez peut-être suivi sur Twitter, vous êtes à peu près au courant. Mais enfin peu importe, aujourd'hui vous n'êtes pas là pour ça. On va parler aujourd'hui de The Promised Neverland. Avec cet accent magnifique encore une fois. Prononcé à la française, The Promised Neverland est un shonen que vous pourrez retrouver en avril aux éditions Kazé. Au scénario, on retrouvera Keiyu Shirai et au dessin Posuka Demizu. Je vous en parle aujourd'hui car j'ai eu la chance de recevoir le tome 1 provisoire en avance et donc je peux vous donner mon avis sur ce début d'histoire. Emma, Norman et Rei coulent des jours heureux dans l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent alors s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Comme je vous l'ai dit, The Promised Neverland est un manga qui sera disponible donc aux éditions Kazé d'ici le mois d'avril, à savoir le 25 avril 2018. Donc pour l'instant, on a un peu le temps avant qu'il sorte réellement en librairie. Il devrait y avoir, il me semble, 3 ou 4 tomes d'ici la fin 2018. Et donc d'ici la fin d'année, on aura le temps d'être fixé du moins sur le potentiel de cette histoire. C'est pourquoi ce que je vais te dire dans cette vidéo, encore une fois, ne se base que sur le tome 1. Je n'ai pas lu les scans, je ne sais pas ce que vaut la suite. Et donc peut-être que mon avis risque de changer, peut-être que le vôtre, si vous lisez les scans, n'est pas du tout le même. Évidemment, si vous les lisez, soyez cool, ne spoilez pas du tout en commentaire. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi je considère que The Promised Neverland est peut-être le meilleur shonen que l'on aura en France cette année. Comme vous l'avez compris via le résumé, on va suivre un trio d'enfants, à savoir Emma, Norman et Rei, qui se trouvent dans l'orphelinat Gracefield House. Et en gros, au début de l'histoire, donc au début de ce tome 1, ça va pas durer extrêmement longtemps, et bien on a l'impression que les enfants vivent une vie paisible, même si justement, elle paraît bien trop parfaite. On sait qu'ils ne peuvent pas dépasser une certaine limite lorsqu'ils vont jouer dans la forêt qui leur est allouée justement pour l'orphelinat. Et on sait également qu'ils ne peuvent pas se rapprocher du portail. Le portail de sortie qui mène vers la civilisation. Donc les enfants que l'on va suivre et donc tous ceux qui se trouvent dans l'orphelinat, eh bien, initialement, n'ont jamais vu le monde extérieur. Et tout de suite, tu sens que quelque chose cloche. Évidemment, c'est également dû au fait que tout semble beaucoup trop parfait, comme ça a pu être dit dans le début du tome, via des sortes de monologues narratifs qui sont faits certainement par le personnage d'Emma. En gros, on comprend bien que il y a des choses louches, par exemple leurs vêtements beaucoup trop blancs, et bien le fait également que leur mère s'occupe extrêmement bien d'eux, peut-être trop bien d'eux, que le quotidien paraît beaucoup trop ordonné, que tout est parfaitement contrôlé. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puis déjà physiquement, il y a un détail qui nous surprend tout de suite, c'est le tatouage de chacun des enfants qui ont un numéro tout simplement dans le cou. Tout de suite, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, même si t'as pas lu le résumé, même si tu sais pas réellement ce qui va se passer par la suite. Tu te doutes de quelque chose. Mais l'ambiance générale, malgré tout, reste très idyllique. On comprend que les enfants se sentent extrêmement bien là où ils sont et on se sent très bien pour eux justement. Et forcément, à un moment, tout va basculer. Déjà, avant même que l'événement fatidique se produise, on se doute de quelque chose encore plus, au-delà de l'aspect idyllique qu'il y a, beaucoup trop idéaliste en fait. On voit que les enfants, en plus de leur tatouage, passent tous les jours des tests, donc des tests quotidiens intellectuels, des sortes de tests de QI en fait. Et leur but est évidemment de récupérer les meilleures notes possibles. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment, le seul but pour eux c'est d'obtenir des compliments de la part de leur maman. Enfin bref, pas mal d'éléments louches, et au moment fatidique où il va se passer quelque chose, bon ça je ne vous spoil pas, on comprend que l'on rentre directement dans l'enfer de cet orphelinat. L'ambiance change du tout au tout. C'est-à-dire que l'orphelinat, l'édifice lui-même qui te paraissait vraiment surprenant, beau, idyllique, encore une fois, c'est vrai que c'est un mot que je vais beaucoup employer, mais c'est vrai que l'orphelinat paraissait extrêmement accueillant. Et au moment de ce tournant, dans ce tome 1, on va tout de suite voir que l'orphelinat n'est plus du tout aussi accueillant qu'il l'était au début. Au-delà de l'édifice, évidemment, le comportement de maman va totalement changer. Bon, vous ne savez pas réellement pourquoi, ceci est fait parce que je vous laisse tout simplement découvrir par vous-même. Et là, tout de suite, on va voir une autre facette de cet orphelinat, comme je vous le disais, et surtout du personnage de maman. Et c'est tout simplement génial. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est réellement aussi cette transition, en fait, du passage justement de cette espèce de paradis beaucoup trop parfait à l'enfer total, que j'ai trouvé génial. Parce qu'au niveau de l'ambiance, je sais pas, j'ai pas forcément noté de différence au niveau des dessins, j'ai pas vraiment fait gaffe, je suis pas allé dans l'analyse poussée, je suis juste en train de vous donner un ressenti, et sur le moment, mon ressenti était celui-ci.
C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas analysé comment les auteurs ont réussi à faire ça, mais en tout cas la transition et l'ambiance qui changent d'un coup, c'est parfait, c'est ultra bien géré. Autre point extrêmement important qui participe au fait que cette histoire était un coup de cœur total pour ce tome 1, c'est notre trio de personnages principaux. C'est un trio donc d'orphelins extrêmement vifs d'esprit qui se complètent à merveille et qui vont justement donner lieu à des affrontements que je vais vous expliquer juste après. En gros, quand je vous dis qu'ils se complètent à merveille, vous avez un petit peu les tempéraments assez classiques, je vais dire. Vous avez Emma, donc la petite fille, très vif à la fois d'esprit, mais également dans la vie de tous les jours, elle est très enthousiaste tout le temps. Elle est pleine de vie, elle profite au jour le jour tout simplement. Et surtout, eh bien, elle va plus dévouer sa vie au plaisir des autres qu'au sien. Ensuite, vous avez Norman, lui très stratégique, très intelligent, encore une fois très vif d'esprit, qui est bien plus posé dans sa manière de réfléchir et qui arrive très facilement à mettre en place des stratégies, des plans, que ce soit bien dans la vie de tous les jours pour certains jeux, mais aussi après quand ils vont devoir bien tenter de s'échapper de cet orphelinat. Et enfin, vous avez Ray, c'est le dernier du trio, c'est celui qui est arrivé à la fin, qui a été mis au courant du problème à la fin, qui est en soi celui qui a le plus de connaissances. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un trio de personnages vifs d'esprit, donc ça se voit encore une fois, et puis ce sont toujours eux qui terminent les premiers des tests des tests quotidiens qu'ils passent, des sortes de tests de QI. Et ce personnage est extrêmement intéressant parce que voilà, c'est un personnage assez sombre, assez renfermé, voilà, on sait qu'il s'isole beaucoup. Il est très plongé dans la lecture et lui connaît énormément de choses sur ce qui est censé être le monde extérieur. Encore une fois, je vous l'ai dit, ils ne sont jamais sortis de l'orphelinat, donc ce ne sont que des suppositions, et ce sont des informations qu'il n'a pu que lire en fait, il n'a pas pu les expérimenter. Bref, quoi qu'il en soit, ce trio de personnages se complète à merveille et est extrêmement attachant comme je vous le disais. Et pourquoi justement je vous parle du fait qu'ils sont tous vifs d'esprit, qu'ils sont capables, eh bien à leur manière de se compléter et de mettre en place eh bien finalement des stratégies extrêmement intéressantes, c'est parce qu'ils vont devoir effectivement affronter celle qu'ils appellent maman et qu'ils considéraient depuis tout petit comme leur mère. En gros, je ne vous dis pas comment forcément ils vont se rendre compte de la chose que je vais vous exposer, mais ils vont se rendre compte qu'en réalité ils se trouvent dans un orphelinat qui est en fait une sorte de, pas d'abattoir, c'est pas le bon terme, mais de sorte d'élevage pour de la viande tout simplement. Ces enfants vont servir de repas pour d'autres individus. Et donc vous vous rendez compte que depuis le départ, eux, ils pensaient vivre heureux dans un orphelinat où ils étaient bien traités par leur mère, mais en réalité, ils étaient considérés tout simplement comme de la viande. Et ils étaient extrêmement bien entretenus pour avoir une qualité de viande supérieure. Et c'est là que tu te rends compte de l'horreur en réalité de là où ils se trouvent. Ils se trouvent réellement dans un élevage en fait. Dans un élevage pour viande humaine. Et évidemment, lorsqu'ils vont s'en rendre compte, l'objectif va être de s'enfuir, puisque c'est une question de vie ou de mort. Le problème, c'est qu'il y a déjà de base des sortes de conflits entre eux, étant donné que Ray et Norman sont bien plus posés, et eux se rendent bien compte que sauver tout le monde de l'orphelinat risque d'être très compliqué. Alors que Emma, comme je vous le disais, vit surtout pour le bonheur des autres et pour la vie des autres plutôt que pour la sienne. On a déjà une sorte de conflit plus ou moins idéologique entre les trois qui est extrêmement intéressant également. Mais surtout, le point que j'ai adoré, c'est cet affrontement ensuite stratégique, moral également qu'il y aura entre notre trio et leur maman. Puisque tout de suite, leur maman va se rendre compte qu'ils sont au courant, enfin elle ne sait pas qui est au courant de ce qui se passe et de cette nature, de cet orphelinat tout simplement, mais elle sait que certains des enfants le sont. Et c'est à ce moment-là qu'une lutte stratégique va être mise en place entre eux, et c'est vrai que je vais utiliser une énorme comparaison, peut-être qui va vous paraître aberrante pour certains, mais j'ai ressenti ça comme à l'époque où j'ai lu Death Note. Réellement, j'ai kiffé cet affrontement que l'on avait à l'époque entre elle et Kira, et aujourd'hui que l'on a entre Emma, Ray et Norman contre leur maman. Je trouve ça ultra génial, que ce soit au niveau des stratégies qu'ils peuvent mettre en place, puisque bon voilà, encore une fois, on a des personnages principaux extrêmement intelligents. Bon certes, contrairement à Death Note, on n'a pas forcément le personnage principal qui est finalement le méchant, là c'est plus l'inverse, mais peu importe. Je veux dire, c'est ce conflit stratégique, c'est toute cette subtilité, cette manière de créer, de mettre en place des plans que j'adore. Et puis voilà, on sait très vite que leur mère est encore plus intelligente qu'eux, étant donné que c'est elle, de base, qui leur a tout appris, qui leur a appris tout ce qu'ils savent aujourd'hui. Et donc forcément, affronter ton mentor, eh bien c'est extrêmement compliqué dans ce cas-là, surtout parce que si tu te fais choper, tu meurs. Donc j'ai trouvé ça tout simplement génial. L'analogie est peut-être énorme entre Death Note et The Promised Neverland, mais c'est vraiment un des points, voire le point majeur qui m'a fait adorer ce tome 1, et qui me fait énormément attendre la suite. Bref, je pense que je vais pas m'éterniser plus que ça, je pense que vous avez compris le fond de cette vidéo. Je ne vous parle que du tome 1, donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien, étant donné que
Voilà, j'ai pas lu énormément de choses sur cette histoire, mais je vous le dis encore une fois, c'est un manga que j'attends énormément par la suite. Bon, j'ai eu la chance d'avoir le tome 1, mais j'attends encore plus la suite maintenant que j'ai pu lire ce début d'histoire. Je sais que c'est un manga que vous attendiez énormément, puisque je vous avais demandé tout simplement dans une vidéo précédente quel manga vous attendiez le plus pour cette année 2018, et The Promised Neverland est revenu quasiment 90% du temps. Donc voilà, je pense que vous ne serez absolument pas déçus, et encore une fois, je pense sincèrement avec ce premier tome qu'il a le potentiel, et qu'il est peut-être même, qu'il sera en tout cas, le meilleur manga shonen de l'année 2018 qui sortira en France. Évidemment, hein, je parle pas des sorties du Japon et tout ça, mais de ceux que l'on va avoir importés en France et qui vont sortir cette année. Pour moi, il a le potentiel d'être le meilleur shonen, clairement. Et je pense que beaucoup l'attendent pour de bonnes raisons. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous, et bien évidemment, de prendre soin de vous et de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre manga, mais il y a de fortes chances que mes plans risquent de changer très vite, étant donné que l'on se rapproche rapidement des 10 000 abonnés. Je l'évoque pas souvent en vidéo, je l'évoque souvent sur Twitter, parce que j'ai un projet énorme de vidéos. Bon, après, voilà, c'est vrai que je tease, et finalement, ça risque de pas forcément se faire aussi bien que je le souhaite, mais je vais tout faire pour que ce soit une très grosse vidéo, que je vous sorte à cette occasion. Et je dis pas ça parce que je veux que vous soyez 10 000 pour la faire, non, c'est parce que je suis obligé, pour avoir les locaux que je souhaite, avoir 10 000 abonnés. Je pense que certains ont compris, ceux qui font des vidéos sur YouTube ont dû certainement comprendre de quel locaux je peux parler. Donc forcément, voilà, hein, même si j'ai une autre chaîne avec 20 000 abonnés, peu importe, celle-là elle compte pas, il faut que ce soit la chaîne manga. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir les 10 000 pour pouvoir lancer ce tournage et vous réaliser la plus grosse vidéo possible, et on y est très proche. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, ça sera atteint. Et donc d'ici la semaine prochaine, ben, je prendrai peut-être un peu de retard, il y aura peut-être moins de vidéos, mais ce sera pour vous sortir la plus grosse vidéo normalement de la chaîne. J'espère que tout se passera bien, hein, je l'espère, je le souhaite, bref, j'ai trop parlé. Je vous souhaite à tous réellement de prendre soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Prière de ne pas déranger, le maître de cérémonie voudrait poser quelques vérités sur papier. Le monde va mal, mais ce n'est pas dû à la crise, mais bien au mal, présent dans la tête des gens. Tout comme les stars qu'on est trompés et dirigés vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis.